écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Selon l'Institut de la statistique du Québec, un adolescent sur 5 passe 35 heures ou plus par semaine devant un écran pour se divertir. Le phénomène est tel que le gouvernement du Québec va lancer une campagne de sensibilisation pilotée par un organisme qui lutte aussi contre le tabagisme. Pendant ce temps, une autre étude affirme que les enfants qui passent trop de temps devant l'écran de télé, de la tablette, du téléphone intelligent et de la console de jeu sont plus à risque de développer un problème de déficit d'attention et des troubles de comportement. Pour nous en dire davantage sur ce phénomène, j'accueille la docteure Paula Habib. Dr Habib est directrice de la division de pédopsychiatrie de l'hôpital Général Juif. Bonjour et bienvenue à l'émission, docteur. Bonjour, Carl, et merci de me recevoir aujourd'hui. Doit-on s'inquiéter du fait qu'un adolescent sur 5, c'est 20%, passe 35 heures et plus devant un écran? C'est un emploi à temps plein, ça. Moi, je trouve que ces chiffres sont énormes. Je trouve que c'est vraiment, vraiment beaucoup. Oui, ça m'inquiète, pour sûr. Croyez-vous qu'une campagne de sensibilisation pourrait aider dans cette direction-là, aider à contrôler ce phénomène-là? Oui, moi je trouve que ça serait très important de comme sonner l'alerte, si vous voulez, puis de commencer par une campagne. Oui, c'est très important, mais je ne sais pas si ça serait assez. Parce qu'en fait, l'important, ce n'est pas seulement... En fait, dans une campagne, c'est intéressant parce que ça commence une conversation. Donc, l'important, ce n'est pas seulement d'avoir une campagne, mais de vraiment débuter une conversation autour de ce sujet. Puis, une conversation, à mon avis, ça devrait surtout comme aboutir à plus de limites autour du temps passé sur les écrans. Alors, de dire qu'il y a un problème, c'est le début du processus, si je comprends bien. C'est le début du processus et j'espère le début d'une conversation qui devrait se tenir lieu en famille avec ses parents. Dans chaque résidence de la province. Oui. Docteur Habib, quel est l'attrait de ces écrans-là pour que ce soit les enfants, les ados ou même les adultes, là? Oui. Carl, comme vous savez, même pour nous, en tant qu'adultes, c'est très, très attrayant de passer beaucoup de temps sur nos écrans. En fait, les écrans, ils font appel à une expérience comme multisensorielle et c'est très engageant, c'est très intéressant. Puis le contenu, surtout, on passe beaucoup de temps soit comme à travers les médias sociaux, parfois à regarder la télé, parfois à cause de notre travail. Et pour les enfants, c'est pareil, c'est presque une dépendance tellement c'est engageant. Alors, il y a du jeu qui est impliqué là-dedans. Alors, ça attire les jeunes. Ça attire beaucoup. Et puis, ça a comme une qualité de dépendance presque là-dessus. C'est un peu conçu pour faire ça, si je comprends bien. Là. Quels problèmes ces appareils-là peuvent causer, Dr Habib? Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que passer beaucoup de temps sur les écrans peut causer. Et là aussi, on parle surtout de temps excessif passé sur les écrans. Donc, si on regarde les recommandations de la Société pédiatrique canadienne, en fait, ça serait très important de limiter le temps passé sur les écrans avant l'âge de 2 ans. Et puis, après l'âge de 2 ans, entre 2 et 5 ans, il faudrait limiter à 1 heure. Et après l'âge de 5 ans, il faut limiter à 2 heures de temps passé sur les écrans. Donc, quand on passe beaucoup trop de temps plus que ces limites-là, ça peut avoir beaucoup de conséquences négatives. Par exemple, beaucoup d'études se sont penchées là-dessus. Et par exemple, si ils ont vu que si des enfants de moins d'1 an passaient beaucoup trop de temps, donc à l'extérieur de 1 ou 2 heures de temps par jour passés sur les écrans, ça pourrait causer par exemple des retards du développement de langage, qui est quand même très difficile. Ça peut aussi causer beaucoup de problèmes, dont des problèmes dans les facultés cognitives et surtout beaucoup de temps passé sur les écrans. Ça pourrait conduire à un mode de vie très sédentaire, puis par exemple à l'obésité. Alors, si je comprends bien, ces appareils-là ne font aucunement la promotion d'un développement intellectuel ou physique parce que ça se passe dans la vraie vie
et non dans un monde Oui, virtuel. c'est ça. Mon problème avec les écrans, ce n'est pas nécessairement exactement les effets secondaires des écrans, parce que là, rien n'est pour sûr. Il y a beaucoup d'études qui se penchent là-dessus, et il y a beaucoup de causes qui ont été liées à ça. Mais c'est pas ça surtout le problème. C'est surtout qu'est-ce que un temps excessif passé sur les écrans est en train de remplacer. Et c'est ça vraiment le gros problème, le problème véritable. Ça pourrait remplacer, par exemple, on a parlé de l'activité physique, mais aussi ça pourrait remplacer les relations humaines, comment établir et maintenir des relations, passer du temps avec sa famille, avec ses amis, donc beaucoup de choses qu'en fait, un enfant en train de se développer devrait faire. Oui, exactement. Alors, c'est la confrontation entre un peu le monde virtuel et le monde réel, là. J'entends des enfants qui disent, ben, je joue avec mes amis, je suis en réseau avec eux, puis on joue à des jeux sur la Oui, c'est console. ça. C'est pas la même chose, ça. C'est pas la même chose du tout. Et puis, je le dis toujours aux enfants qui viennent me voir, ça ne remplacerait pas les relations face à face, les relations humaines. Oui, donc on peut jouer à des vidéos, bien sûr, c'est intéressant. On ne dit pas vraiment que les écrans, c'est vraiment un ennemi. En fait, il y a aussi des activités éducatives qui peuvent se faire à travers les écrans. C'est même un outil qu'on pourrait utiliser dans l'éducation de nos enfants, dans l'apprentissage. Beaucoup d'enfants ont des tablettes, ont des ordinateurs qu'ils peuvent utiliser à l'école, par exemple les enfants qui ont un trouble de l'apprentissage ou d'autres problèmes. Donc, on ne dit pas que c'est un ennemi. Oui, ça peut avoir certains avantages, mais l'excès, ça peut avoir aussi beaucoup de conséquences. Alors, c'est vraiment l'abus qui est le problème. Oui, Parce que c'est un outil, il faut juste s'en servir convenablement. exactement. Quelles sont vos suggestions pour les parents qui nous écoutent? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont aux prises avec ce problème ou cette situation-là. Allons-y avec la situation. Quelles sont vos solutions? Quels conseils donnez-vous aux parents? Je crois que ça, c'est très important parce qu'en fait, on parle toujours de l'excès, du temps passé sur les écrans, mais il faut aussi trouver des solutions. Je n'ai pas nécessairement des solutions magiques, mais par contre, je pense que ça doit toujours commencer par une conversation qui se fait en famille avec ses enfants. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre des limites, de parler de ce sujet, et puis d'être très franc avec ses enfants. On parlait tout à l'heure comme quoi c'est même difficile pour les parents de limiter leur utilisation des écrans. Oui, c'est vrai. Il faut être honnête avec ses enfants là-dessus et leur dire, écoutez, même pour nous, c'est difficile. On va faire, par exemple, un effort en famille de limiter notre temps passé à l'écran. Parce qu'il faut vraiment montrer l'exemple. C'est très important. Les enfants, ils sont intelligents. Ils vont tout de suite voir si vous ne faites pas ce que vous prêchez. Donc, il faut vraiment être honnête. On peut avoir comme par exemple des nouvelles règles en famille. Par exemple, on peut décider que on passerait le temps passé, le temps du repas, par exemple, on ne va pas permettre l'utilisation d'appareils ou d'écrans. Par exemple, ça peut se faire comme ça, ou bien choisir d'autres moments dans la journée où les écrans ne seraient pas permis. Aussi, il faut essayer de rendre ça amusant. On peut créer un jeu autour de ça pour rendre ça plus agréable, comme par exemple mettre toutes les tablettes d'un côté puis voir qui resterait le plus longtemps sans aller prendre sa tablette ou son ordinateur ou son téléphone, par exemple. L'autre chose que je dirais, c'est que quand on parle de limiter le temps passé sur les écrans, il faut aussi voir par quoi on remplacerait cela. Donc, on parlait tout à l'heure d'un mode de vie plus sain. Donc, par exemple, on peut commencer par faire une nouvelle activité physique ensemble, créer une nouvelle habitude ensemble, que ce soit une activité physique sportive, que ce soit par exemple aussi du travail manuel, créer quelque chose ensemble. On peut aussi jouer des jeux de société ensemble. Donc, on peut revenir à ces choses-là traditionnelles, peut-être traditionnelles, mais qui permettaient aux parents et aux enfants d'avoir des relations plus humaines ensemble, de qualité. Et ça, c'est très important. Alors, si je vous comprends bien, l'équilibre,
La variété dans les activités fait que le temps d'écran va prendre la bonne place au cœur de la vie des enfants, des ados aussi. Et vous le dites très bien, la bonne place, parce que on ne dit pas que ça devrait être complètement interdit, oui, mais je pense que même le temps passé sur les écrans devrait être aussi supervisé. Ça pourrait aussi être une occasion pour passer plus de temps ensemble aussi. Donc, le temps que vous permettez aux enfants de passer sur l'écran, comme par exemple à la télé, peut-être visionner ensemble un film, jouer ensemble, discuter du contenu, voir comment ça se relie à vos valeurs en tant que famille. D'accord. Alors, se servir de cet outil-là pour rassembler les gens au lieu de les isoler aussi. Exactement. Ça, c'est très bien dit, oui. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Habib, de ces bons conseils. On va se mettre à les appliquer immédiatement dans notre vie de tous les jours. Vous venez d'entendre la pédopsychiatre Paula Habib. Dr. Habib est la directrice de la division de la pédopsychiatrie de l'Hôpital général juif du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciusscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le Service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.